elle m'aime plus que tout. Comme elle dit toujours, ti amo tanti mondi, et que ça va au-delà de tout. Et que c'est fantastique et ça me donne beaucoup de force. Et ça me donne envie vraiment d'avancer et de continuer à ressentir tout cet amour qui existe en moi, en elle et dans les autres aussi. Chers auditeurs, chères auditrices, bienvenue dans Ambitus. Ambitus est un podcast créé par l'Éveil. L'Éveil est une association œuvrant dans la réinsertion socio-professionnelle et le rétablissement du lien social dans le canton de Vaud en Suisse. Depuis 30 ans, l'Éveil propose toutes sortes d'ateliers et de mesures pour stimuler la créativité, le renforcement de la connaissance et de la confiance en soi auprès de personnes fragilisées et marginalisées. Mais derrière les chiffres et les statistiques, des personnes, des êtres humains dans toute leur multiplicité et diversité, avec des parcours aussi uniques que banals, autant miraculeux qu'ordinaires. Cette série de podcasts est un moyen de vous faire écouter des récits de vie souvent silencés, des vécus internalisés mais qui aujourd'hui vous sont partagés. L'ambitus représente en musique l'étendue d'un instrument ou d'une voix, de sa note la plus grave à la plus aiguë. Finalement, chaque être humain possède une tessiture de voix que l'on peut étendre métaphoriquement à sa vie, une mélodie composée de hautes notes et de basses notes. Ambitus a pour vocation de laisser ces mélodies complexes vibrer avec profondeur et émotion au gré des personnes concernées. Si la démarche de ce podcast vous touche, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à le partager sur les réseaux sociaux. De plus, si vous ressentez le besoin de contacter un ou une des participantes ayant témoigné dans un des épisodes, même anonymement, vous pouvez m'écrire à podcast@aeveil.ch, le mail est en description. Pour plus d'informations sur les activités et l'histoire de l'éveil, son directeur Oran Mackenzie vous explique tout dans l'épisode 0, le premier de la liste. Dans cet épisode, le témoignage de Tiziana qui nous raconte les débuts tumultueux de sa vie. Un témoignage courageux et rempli d'émotions. Merci à Tiziana pour son courage et son partage. Attention, cet épisode contient des descriptions précises liées à des thématiques sensibles telles que des scènes de violence et de torture psychologique et physique. L'anorexie, le suicide, les addictions et la dépression sont aussi des thématiques abordées dans cet épisode. Protégez-vous. Nous vous rappelons que si vous êtes en détresse ou que ça concerne un de vos proches, les numéros 143 et 147 sont gratuits et à votre disposition pour vous aider. Je vous laisse avec l'histoire de Tiziana. Bonne écoute à vous. Bonjour, je m'appelle Tiziana. Aujourd'hui, je vais vous raconter mon histoire. À 24 ans, j'ai eu ma fille et ma grossesse a été une grossesse particulière car j'ai fait un déni. À 23 ans, en 2008, j'étais à l'université en première année de communication, art et langage. Communication et langage, pardon. Et j'adorais ce que je faisais. Et pendant l'été, je vendais des ballons à l'hélium sur la promenade des Anglais à Nice. Et pendant l'été, j'ai trouvé un autre boulot au marché de Monaco. Quand soudainement je prenais un carton avec de la javel, je perds du sang et je vais directement à l'hôpital. Du coup, à l'hôpital, tout de suite, on me dit « arrêtez-vous ». On me couche et je découvre que je suis enceinte. Là, waouh, il fallait que je le raconte à ma mère, qui est sicilienne, traditionnaliste, et ma relation avec le père était pas du tout stable. On se quittait tous les 10 jours. Et là, j'étais enceinte de lui, quoi. Je viens de Sicile, de Caltanissetta, en province de Catania. Ma famille était une famille très traditionnelle. Mon père venait d'Agrigente et ma maman de Palerme. Famille très catholique, traditionnaliste, avec beaucoup de principes. La famille, être italien avant tout, et tout ça. Et moi, j'étais une fille très timide à l'école, mais très... une diablesse à la maison, comme ma mère elle m'appelait. Et chez moi, il y avait beaucoup de tabous. On ne pouvait pas parler de grand-chose. Et dès que je posais des questions, ça dérangeait. Et ma mère portait la culotte à la maison. Et mon père était très empathique. C'était un morceau de pain. Vraiment, il était incroyable. Et
C'est elle qui gérait tout à la maison. Lui, il était ingénieur en Sicile. Ma mère était couturière. Et à l'âge de 4 ans, on est allé au sud de la France, à Beau-Soleil, près de Monaco. Et ça a tout changé. Du coup, mon père est devenu gardien d'immeuble. Et ma mère, elle faisait le ménage chez les gens. Et des fois, elle faisait de la couture pour les personnes pour qui elle travaillait. J'ai une grande sœur aussi de 2 ans plus que moi, qui elle était l'ange, la fille capable, l'exemple. Et moi, j'étais tout le contraire. Et à l'âge de 13 ans, je suis devenue anorexique au fur et à mesure. Vu que toutes mes émotions étaient comprimées, au bout d'un moment, ça a commencé par le fait qu'en France, beaucoup de filles dans ma classe étaient toutes minces et tout. Moi, j'avais des formes méditerranéennes, mais j'étais pas grosse. Mais je commençais à me voir grosse, soi-disant, jusqu'à que, au fur et à mesure, je commençais à manger un steak, une pomme, et après, j'arrivais plus à manger la pomme. Et après, à 13 ans, j'ai été hospitalisée 6 mois pour anorexique chronique et mentale. Et mon expérience à l'hôpital Lanval de Nice a été très forte. J'ai vu beaucoup de morts, beaucoup de gens, jeunes anorexiques qui sont morts autour de moi. Il y avait des dépressifs, des suicidaires. On était tous au même étage. Et moi j'étais la plus petite, j'avais 13 ans jusqu'à l'âge de 18 ans. Et, euh, j'avais une amie qui s'est suicidée de son foyer. Du coup, à partir de là, je me suis dit, moi, je veux pas partir, quoi. Et au fur et à mesure, j'ai recommencé à manger dans l'hôpital. Et j'ai dit, maintenant, je veux sortir. Mais j'avais peur du monde extérieur. J'avais tellement peur. Du coup, on m'a fait rester encore 2 mois. Et après, finalement, retour à l'école. Donc, entre mes 14 et mes 18 ans, j'ai fait des allers-retours à l'hôpital avec un infarctus. Je suis tombée dans les escaliers de chez moi parce que j'avais plus de force. Du coup, re-hospitalisation. Et après, finalement, retour à l'école à mes 14 ans et demi. C'était très difficile. On me disait que j'étais blanche comme un cadavre. Il y avait personne qui voulait jouer avec moi. J'avais pas le droit à aller au sport. Je devais toujours être mise de côté pour plein de choses à l'école. Et moi, ça me dérangeait parce que je voulais juste être comme les autres, en fait. Mais mon corps n'était pas apte à pouvoir gérer les mêmes choses que les autres enfants parce que j'étais encore trop faible. Et après, j'ai recommencé en faisant de la boulimie et je suis retournée en anorexie. Et finalement, vers mes 16 ans, ça s'est un peu amélioré. J'ai connu le premier garçon que j'ai embrassé. C'était pour moi une grande découverte qu'un garçon puisse me toucher parce qu'il y avait vraiment pas moyen, c'était mort. Si je n'étais pas mariée dans ma tête, vu tout ce que ma mère m'inculquait dans mon cerveau, il y avait pas moyen qu'un garçon me touche. Et moi, je lui posais plein de questions et toutes les choses. Par exemple, mes premières règles à mes 11 ans, c'était la maman d'une copine à moi qui devait m'expliquer pourquoi j'avais mes règles. Parce que j'ai eu à 11 ans les règles à l'école et je savais absolument pas comment faire. Je croyais que j'allais mourir. Du coup, finalement, toutes mes questions étaient répondues à l'extérieur et jamais par mes parents parce qu'on ne pouvait pas parler ni de sexualité, on ne pouvait pas parler de rapport avec des garçons, on pouvait parler presque de rien. Fallait toujours faire attention à ce qu'on disait parce que si jamais on dit quelque chose de travers, qu'est-ce qu'ils vont penser les autres? Et ça, c'était un truc qui me faisait sortir de moi-même, mais d'une manière. Et vers l'âge de mes 18 ans, j'ai commencé à m'énerver avec ma mère fort, 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 fort. Vraiment, je commençais vraiment à vriller. Du coup, moi, je lui disais, maintenant, tu pourras plus me taper, tu pourras plus me casser tes cuillères en bois sur les jambes parce que maintenant, je suis plus forte que toi. Si tu t'approches de moi, c'est moi qui va te casser en deux parce que t'as plus le droit de me casser en deux. Tu peux plus me casser en deux, je suis plus grande que toi. Et
Et du coup, en fait, elle était paralysée par moi et par mes actions et par mes paroles. Et après, je m'en voulais. Et c'était tout le temps, je te donne de l'amour. Et après, c'était un combat continuel à la maison. Jusqu'à que, mes 17 ans et demi, 18, j'ai eu ma première relation sexuelle. Où ma mère, quand je lui ai dit, parce que j'avais besoin de parler avec ma mère, elle me dit, t'es qu'une sale pute. T'es qu'une sale pute. Comment t'as osé? Maintenant, tu t'es salie. Elle est où ta dignité? C'était traumatique, cette première relation. À partir de là, pendant 2 ans, j'ai plus jamais touché un homme. Je me suis jamais plus fait toucher par personne. Et, euh, et ma mère toujours a dit, regarde ta sœur et tout ça. Et ma sœur, en fait, elle prenait toutes les pots cassés derrière. Et elle était l'armoire dans cette maison. Et moi, je faisais tout pour provoquer le reste. Parce que de toute façon, il y avait celles qui suivaient le rythme que eux ils voulaient. Du coup, moi, je pouvais faire toute la merde que j'avais envie et j'avais juste envie d'en mettre plein la gueule à ma mère, quoi. Toute mon adolescence a été entre des années, des allées, des sorties, hôpital. Euh, toujours des essais de faire que du mal à moi-même, en fait, parce que c'était ça que je connaissais, vu que chaque fois que j'essayais de comprendre, on me donnait pas de réponse. Et mon père, quand il essayait de me parler, je devais me cacher dans la chambre avec lui pour qu'on puisse discuter. Parce que lui voulait me parler, mais elle l'empêchait tout le temps de parler, quoi. Et, euh, et mon père, c'était mon meilleur ami. Ma mère était une personne incroyable, mais beaucoup de lacunes émotionnelles. Dès qu'il y avait des sujets qui étaient un peu compliqués, elle devenait un mur et elle commençait à crier. C'était sa manière de se défendre dès qu'il y avait un sujet qui était trop fort émotionnellement pour elle. Et quand on était petite, elle criait seulement. Après, quand on a commencé à grandir, moi et ma sœur, elle a commencé à sortir les cuillères en bois, le balai. J'en prenais plein la gueule, quoi. J'en prenais plein la gueule. Et pour des fois, des raisons, oui, ok, valables, mais me frapper, pas comme ça, quoi. Au bout d'un moment, mon corps était devenu tellement habitué qu'en fait, je contractais mes muscles et je disais, vas-y, frappe, allez, vas-y, frappe, je suis prête. Allez, tu peux frapper tout ce que tu veux, vas-y, encore, encore, encore. Et ça l'énervait encore plus parce qu'elle voyait qu'elle avait plus aucune sensation, je sentais plus rien du tout et j'attendais juste qu'elle arrête et qu'elle frappe, et elle frappe, et elle frappe. Et je provoquais encore plus pour qu'elle la frappe encore plus fort. Et je comprenais pas pourquoi je faisais ça sur le moment, mais après, je me rendais compte que c'était juste parce que je voulais que ça s'arrête. Et en même temps, je voulais que ça continue. Et c'était un peu confus dans ma tête de jeune fille. Et quand je suis tombée anorexique, en fait, moi, je pense que cette anorexie était parce qu'il y avait tellement d'émotions réprimées en moi que, en fait, le fait de pouvoir contrôler mon alimentation, pouvoir gérer ses rites, pouvoir me cacher dans la salle de bain, faire tout mon truc. Ma salle de bain était ma meilleure amie. Je m'enfermais là-dedans. Je pouvais rester des heures dans cette salle de bain. À 19 ans, j'ai eu mon bac en secrétariat. J'ai tout fait pour finir cette année-là et j'ai commencé à travailler dans la restauration jusqu'à mes 23 ans. À mes 23 ans, j'ai décidé que vu que mes parents ne pouvaient pas me payer une école d'art, d'aller à l'université de Sophia Antipolis à Nice en art, communication et langage. Je fais ma première année qui se passe super bien. Et pendant l'été, en attendant la rentrée pour ma deuxième année, je faisais des petits boulots, d'où je vendais des ballons dans la promenade des Anglais. Et je travaillais au marché U aussi pendant la semaine. Les ballons, c'était que le week-end. Et j'étais dans une relation avec quelqu'un à Gênes, avec un Chilien, avec qui je suis restée 5 ans. Et en attendant, pendant ses vacances d'été, lui, il a dû partir au Chili.
et je rencontre le père de ma fille. Ma mère m'en a beaucoup voulu parce que elle aimait le Chilien par-dessus tout. C'était le premier copain qu'elle avait accepté de faire entrer chez elle. Et elle l'aimait comme un fils. Du coup, ben, mon père a accepté cette décision. Et, euh, et là, ben, je me souviens encore, je, en septembre, on était allé dormir chez un ami à nous. Et il se passe un événement un peu bizarre. Le préservatif, il m'a dit il avait craqué, mais en fait, lui, il avait enlevé. Il avait enlevé, mais moi, j'avais aucun doute parce que vu que je prenais la pilule et que j'avais mes règles et tout ça, ben, je me disais, c'est pas grave. J'ai pris quand même la pilule du lendemain pour être sûre et voilà, parce que j'étais pas prête à, à tomber enceinte vu que je venais de recommencer mes études, que j'adorais ça. Et la rentrée était en octobre et en fait, ben, par rapport à certaines circonstances, j'avais pas pu recommencer la rentrée, mais je continuais à être avec lui parce que il voulait un peu m'avoir toujours avec lui. Du coup, j'avais dit que je reprenais à la session d'après, au lieu de commencer en octobre, que j'allais recommencer à la session après la nouvelle année. Du coup, j'ai attendu. J'ai attendu et là, ben, suite à cet accident à mon travail, au marché U, que j'ai eu cette hémorragie, ben, je découvre que je suis enceinte déjà de 6 mois. Du coup, j'ai jamais repris mes études. Je voulais passer mon permis, j'ai pas passé mon permis. Je devais mettre de l'argent de côté, révolutionner toute ma vie complètement parce que un enfant allait naître. J'ai eu ma mère contre moi, mon père contre moi, ma sœur qui était hyper catholique, hyper matrixée par tout ce que ma mère me disait, lui disait et nous disait à toutes. Du coup, ma mère, elle m'a demandé d'avorter. Moi, j'ai fait, mais maman, je suis enceinte de 6 mois, c'est complètement impossible ce que tu me demandes. Du coup, elle me fait, ah, mais tu dois trouver une solution, tu vas pas avoir un enfant maintenant de ce mec qui sert à rien, il boit toujours, il est toujours dans la rue, qu'est-ce que tu vas faire avec lui? Tu vas te mettre dans une merde pas possible, comme d'habitude, comme tu t'es toujours mise dans la merde. La seule personne qui t'aimait, que tu connaissais, qui était bien pour toi, tu l'as quitté pour ce gros bâtard, qu'est-ce que tu vas faire? Moi, je fais, ben, moi, je l'aime. Peut-être que si on a un enfant, peut-être qu'il va être mûrir. Il avait que 22 ans. Moi, j'étais plus grande que lui. D'un an et demi, 2 ans. Du coup, finalement, ben, malgré tout ce que ma famille me disait, ben, je mets au monde ma fille. C'est la plus belle surprise, le plus beau cadeau qu'on ait pu me donner et ma plus grande leçon de vie. Dès que je sors de la maternité, la première émotion quand je l'ai vue était une émotion qui est inexplicable. C'est comme une bombe qui explose et t'as tout le corps de la pointe de la tête jusqu'à la pointe des pieds qui est paralysé et en même temps toutes les émotions, elles sont en boule et tu sais pas si tu dois pleurer, si tu dois rire ou si tu vas mourir tellement t'es heureuse. Et cette peur incroyable de dire et qu'est-ce que je fais maintenant? Et qu'est-ce que je vais lui donner, quoi? Et est-ce que je suis capable? Et du coup, ben, elle naît. Je sors de la maternité après 4 jours. Et sachant que le père était quelqu'un qui était souvent dans les bars, Moi, je pensais qu'il fumait que des joints parce que je connaissais pas la drogue à ce moment-là. Du coup, je pensais qu'il était tout le temps que bourré et un peu défoncé avec des joints. Mais, euh, mais en réalité, ben, il prenait de la cocaïne. Du coup, il restait très longtemps réveillé. Et ma fille pleurait beaucoup. Elle changeait le jour et la nuit. Du coup, le premier jour qu'on est sorti de la maternité, ben, les coups, ils ont commencé.
Il a commencé à me donner des coups de pied dans le dos, à me crier dessus, à me lancer des télécommandes sur la petite pendant que j'étais en train de l'allaiter. Je l'ai allaitée pendant 1 an et demi. Et beaucoup de violence, euh, euh, jusqu'à un moment où moi, je n'osais plus sortir de chez moi parce que j'étais pleine de coups, pleine de bleus. Et je m'occupais que de ma fille tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et je voyais plus mes copines. J'essayais de voir le moins possible ma famille pour pas qu'on voie mes bleus. Un jour, j'avais 24 ans. J'habitais dans un appartement à Beausoleil, à 10 minutes de chez mes parents. Euh, et mes parents, ils décident de venir me voir. Quand j'annonce au père de ma fille que mes parents allaient venir me voir pour rendre visite à la petite et voir si j'allais bien, lui, il n'était pas d'accord. Du coup, il me frappe, il m'arrache les vêtements et j'ai même pas eu le temps de me changer. Lui, il est parti, il est sorti. Mes parents sonnent à la porte, ils arrivent et ils me voient dans cet état. Et, euh, et moi, je leur dis, j'en peux plus en fait. Et, euh, et du coup, mes parents décident de me prendre avec la petite et me ramener chez eux, le temps que je puisse me ressaisir un petit peu, et pouvoir discuter avec moi et, euh, et qu'on puisse discuter de ce qui se passait à la maison et pourquoi j'allais pas leur rendre visite. Et depuis combien de temps ça avait commencé et est-ce qu'avant la grossesse, savais qu'il me frappait. En fait, une fois, il m'avait donné une claque, mais j'avais pas donné d'importance parce que je croyais que c'était moi qui avait été en tort. Du coup, j'ai complètement mis de côté dans ma tête et je l'ai même oublié. J'en ai jamais parlé à personne. Mais c'est après la grossesse que en fait, c'est comme si j'étais à lui. Du coup, lui commandait chaque fait et geste que je faisais. Je pouvais voir les gens avec son autorisation. Je ne pouvais laisser ma fille à personne. Ma fille ne restait avec personne. J'ai fait un peu un baby blues après que ma fille est née parce que je voulais que personne la touche. Parce que pour moi, c'était la personne la plus précieuse au monde. Du coup, fallait que je prenne soin d'elle, vu que c'était tout ce que j'avais. Et même ma mère, je voulais pas trop qu'elle la prenne dans ses bras parce que j'avais peur qu'elle aussi s'en approprie un peu ou qu'elle me dise tout ce que je devais faire vu que j'étais jamais à la hauteur et vu que j'étais pas parfaite et que je faisais toujours tout mal selon ses dires à l'époque. J'aurais tout expliqué, j'avais plus rien à perdre, je m'en foutais complètement. Du coup, je leur disais, t'inquiète, je vais plus revenir. Maintenant, c'est la dernière fois, il me touchera plus. Je dois protéger mon enfant. Et, euh, et du coup, quelques jours après, j'y retournais. J'y retournais et ça se passait encore 2, 3 jours et la violence recommençait et, euh, et toujours en me disant ça allait plus jamais recommencer et moi je voulais y croire parce que c'était le père de ma fille. Et du coup, je me disais, moi, je suis née dans une famille unie. Je veux donner une famille unie à ma fille, malgré tout. Et on a tous le droit d'avoir une chance et on a tous le droit d'avoir des défauts. Et vu que moi, j'étais pas super faite, je me disais, peut-être qu'en fait, c'est moi le problème. Du coup, c'était pas lui. Et que moi, je méritais ces coups-là. Parce que j'ai jamais été à la hauteur. Et, euh, et du coup, mon père, un jour, il décide de prendre un billet d'avion pour le père de ma fille. Euh, 6 mois après la naissance de ma fille, plus ou moins 6, 7 mois après la naissance de ma fille, il voit que la situation continue, que moi je m'éloigne. Chaque fois qu'il y avait des fêtes ou des anniversaires, le père de ma fille ou ne se présentait pas, ou il était en retard, ou il était tout le temps défoncé. Et du coup, il lui a dit maintenant, tu décides, c'est ou je te dénonce à la police pour coups et blessures contre ma fille, ou alors tu pars au Brésil. Et du coup, le père de ma fille, par peur qu'il le dénonce, déjà qu'il avait des faux papiers, déjà toute cette histoire, et, euh,
et pour coups et blessures et tout ça. Du coup, il a décidé de repartir chez lui. Et moi, je me retrouve, moi, ma fille. Et du coup, j'ai dû tout recommencer à nouveau avec... je me suis concentrée sur le travail. Ma fille, je l'ai laissée à ma maman. Finalement, elle m'aidait parce que j'avais pas assez de moyens pour nourrir mon enfant si je travaillais pas. Du coup, j'avais la CAF qui m'aidait, tout ça, mais moi, je pouvais pas rester sans travailler. Du coup, je travaillais dans la restauration. Ma mère, elle l'a gardée. Moi, j'allais faire des banquets dans les hôtels à Monaco et tout ça. Mais plus elle grandissait, plus j'avais besoin de moyens. Le loyer avait augmenté et moi, j'arrivais pas à m'en sortir toute seule. Je voulais pas demander d'aide financière à mes parents. Du coup, j'ai rencontré un garçon qui travaillait dans un restaurant, qui m'avait beaucoup touchée. Et à un moment, on est venu très, 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 très proches. Moi, j'avais besoin d'affection. J'étais plus avec le père de ma fille, vu qu'il était parti au Brésil. On est resté en contact quand même, mais on parlait de tout et de rien. Et, euh, et en entendant qu'il me dise qu'il avait changé et tout ça, ben, moi, je devais continuer ma vie. Mon abandonnite aiguë, comme on peut dire, ben, j'avais besoin d'affection. Du coup, ce garçon est rentré dans ma vie. Et on a commencé à dealer du shit au début. Après, du shit, c'est devenu de la coke. Et après, vu que moi, je connaissais toutes les luxe de Monaco parce qu'elles étaient brésiliennes, la plupart, ben, et que moi, elles me faisaient confiance parce que j'étais maman, j'avais une enfant, j'avais un goûteur et je leur vendais de la... Elle me payait les trajets en taxi. J'allais dans tous les hôtels de Monaco sous un faux nom. Et, je vendais à elles, à leurs clients. On m'habillait, on m'emmenait aussi dans des... les prostituées m'habillaient avec leurs vêtements pour que je puisse passer dans certains endroits à Monaco et pouvoir faire mon business. Et ben, cette adrénaline, j'étais devenue accro à cette adrénaline, j'adorais ça. Et mais après, au bout d'un moment, ben, mon goûteur, il était parti parce qu'il s'était disputé avec cette personne, mon partenaire de deal et mon partenaire de ce moment précis. Du coup, ben, mon partenaire a commencé à toucher à la cocaïne. Du coup, il a commencé à dépenser beaucoup d'argent dans ça, à prendre beaucoup, et on se retrouvait souvent dans la merde. Du coup, moi, j'avais de l'argent mis de côté pendant les années que j'avais fait de la restauration. Je touchais pas beaucoup mon salaire. Et du coup, ben, j'ai payé une partie des dettes pour pas qu'on se retrouve dans la merde parce qu'il y avait un groupe de Marseillais qui nous menaçait que si on donnait pas de l'argent, ben, ils allaient venir nous tuer à la maison. Du coup, pour sauver notre cul et pour que pas ma fille se retrouve orpheline, ben, j'ai décidé de payer tout ça. Et, euh, et à partir que je voyais que avec lui, c'était en train de partir dans tous les sens, il a commencé à me frapper aussi, à jeter mes vêtements par la fenêtre, à commencer à me frapper, à m'enfoncer des petites cuillères à l'intérieur de mon œil. Comme si mon œil était un escargot, il essayait d'enlever ma pupille, d'enlever le, le contour de mon œil. C'était atroce, j'avais jamais vu ça de ma vie. Et du coup, ben, je pars chez ma mère, je lui raconte tout. Et ma mère est en train de douter que j'étais en train de vendre de la drogue parce que les gens commençaient à parler, il y avait beaucoup de va-et-vient chez moi. Parce que lui, il faisait venir beaucoup de monde à la maison. Moi, j'étais la seule qui allait voir les gens. Lui, il faisait venir tous les gens chez nous parce que j'habitais toujours dans cet appartement à Beau Soleil. J'étais restée en contact avec le père de ma fille et au fur et à mesure que je voyais que ça se dégradait avec cette personne, que j'avais peur de la police, qu'on puisse me prendre et aller en prison parce qu'il y avait beaucoup de gens qui commençaient à parler. Il y avait des autres dealers qui commençaient à essayer de me balancer. Et ensuite, pour
finir, je suis tombée enceinte de ce partenaire de deal. Et, mais vu la situation, vu que j'avais aussi commencé à toucher à la cocaïne pour pouvoir goûter pour mes clientes et pouvoir avoir juste un peu plus d'énergie pour pouvoir tenir toute la nuit, j'ai décidé d'avorter. Et un grand moment de dépression m'est venu et là, j'ai décidé de tout quitter. Du coup, j'organise et j'explique toute la vérité au père de ma fille qui est au Brésil. Et par rapport à ça, moi, je m'arrange avec mon voisin pour organiser le transport jusqu'à l'aéroport, ne rien dire à ma famille, faire passer ça comme une sortie d'un dimanche. Et j'avais toujours 24, j'arrivais à mes 25. C'était en novembre 2010, ça, en novembre 2010. Du coup, j'organise tout ça et je lâche tout, je lâche le trafic, je lâche mes parents. Je dis à ma mère, maman, je vais faire une sortie avec Sarah, on se retrouve après, d'accord? Elle me fait, oui, oui, prenez soin de vous. Et moi, je dis, maman, je t'aime. Elle me fait, pourquoi tu me dis ça? Je fais, je t'aime de tout mon cœur, ne l'oublie jamais. Elle me fait, t'inquiète, moi aussi. Elle avait la petite larme, elle me fait, c'était bizarre. Moi, je fais, non, mais j'avais juste envie de te dire que je t'aime. Du coup, mon voisin m'attendait quelques rues en bas et ma valise était déjà dans la camionnette. Je prends ma fille. Mon partenaire de deal, je lui dis absolument rien. Il essaie de m'appeler. J'enlève ma puce. Et je vais à l'aéroport et je m'en vais. Et on part pour 17 heures d'avion. Le père de ma fille m'avait acheté le billet d'avion pour moi et ma fille pour tout recommencer au Brésil. Novembre 2010, on se retrouve au Brésil, moi et ma fille, pour tout un nouveau départ, un nouveau pays, une nouvelle culture, une nouvelle langue. J'avais quelques connaissances, mais je savais rien. Du coup, c'était tout magnifique au début. Je suis allée habiter chez ma belle-mère pour commencer, avec mon beau-père et ma belle-mère et lui, parce que nous, on n'avait pas de maison. Du coup, pendant un mois, on est resté chez mes beaux-parents, avec le père de ma fille, avec ma fille. Ça se passait super bien. On a été super bien accueillis. Et au bout d'un mois et demi, je trouve une maison. J'avais mis de l'argent de côté. J'achète une maison à 30 000 balles au Brésil. Toutes mes économies, je les ai laissées pour ça, pour pouvoir avoir un avenir avec ma fille. Du coup, je prends cette occasion, j'achète cette maison pour un nouveau départ. Mais je ne savais pas que ce nouveau départ, c'est un autre nouveau départ avec moi-même. Et j'ai créé ma propre prison, en fait. Alors, on se trouve au Brésil, à Belo Horizonte, dans les favelas de Belo Horizonte, à 1 heure de São Paulo. Le père de ma fille, je découvre qu'il fait partie d'un gang de cette favela. Moi, j'étais l'italienne, donc j'étais même pas appelée par mon prénom, j'étais appelée par l'italienne, donc je ne pouvais pas sortir de chez moi sans être accompagnée. C'était mon beau-père qui venait me chercher, ou si c'était le père de ma fille qui venait toujours avec moi. Parce que sinon, là-bas, ils essayaient de me voler parce que j'étais considérée comme que j'étais riche, quand en fait, j'étais pas du tout riche. Mais par la vision externe, on peut le croire. Du coup, pas de bijoux, rien du tout, parce qu'il me disait toujours, on peut te couper le bras, fais attention, la petite, elle est blonde, on peut te voler la petite pour des trafics d'organes, parce que la petite, elle est blanche, elle a les cheveux clairs, et c'est très compliqué. Du coup, une attention énorme à chaque fois que je vais sortir de chez moi. Et beaucoup de monde qui commence à rentrer chez moi, des amis du père à ma fille.
Et il y avait que des allers-retours, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et lui passait un très long moment dans les rues, tout le temps dans la rue. Il rentrait super tard. Et quand il rentrait, ou il allait jouer et après il revenait complètement défoncé, ou il restait avec ses potes dans la rue jusqu'au matin et il revenait complètement retourné par, euh, par la drogue et l'alcool. Et moi, je commence à lui dire, moi, j'ai envie d'aller travailler, quoi. J'ai envie d'aller travailler. La petite, on peut la mettre chez la voisine maintenant que je la connais. Ça serait cool. Comme ça, je peux gagner un peu d'argent et tout ça. Et lui me fait, ah oui, oui, ça serait pas mal comme idée. Mais avant que je commence à travailler, lui il me disait, viens, on va jouer ce soir. Viens avec la petite et tout ça. Ou alors on laisse la petite, mais tu viens parce que c'est un peu bizarre, tu vas voir. Du coup, en fait, il m'emmenait dans les shows de pagode et il y avait beaucoup de gens armés. Il y avait des armes de partout. Tous les jeunes devant les toilettes, il y avait des gens armés. Il y avait toujours des gens avec des flingues. Tu peux pas marcher toute seule sans qu'il y ait quelqu'un qui avait un flingue sur lui. C'était des shows qui étaient dans des ruelles un peu cachées et que toute la communauté connaissait parce que c'était quelque chose de connu pour les gens de là-bas. Et moi, c'était ma première fois. J'ai trouvé ça fascinant, incroyable et en même temps tout ce danger, c'était cette adrénaline. Et en fait, après, lui il m'a dit ce soir-là, après la soirée dans ce show, lui il avait joué, c'était super. On rentre, elle me fait, Titsana, tu voudrais une trace avec moi? Du coup, il me fait comme ça, on peut parler plus longtemps. C'est commencé par un jeu en fait. Et on, et on prend une trace de cocaïne ensemble. Et j'ai adoré ça. J'ai adoré ça. Mon nouvel amour, la cocaïne, quoi. La cocaïne incroyable qui surbrillait, qui était fantastiquement magnifique et qui me monte à la tête comme personne, comme rien. Et, euh, et je succombe à elle totalement, quoi. Du coup, il y avait beaucoup de sexe, beaucoup de drogue. Je commence à travailler. Je pouvais travailler pendant des heures. Je travaillais dans un hôtel 5 étoiles où il y avait plein de gens qui venaient connus, chanteurs brésiliens et tout ça, qu'on peut entendre dans les radios, même en Europe. Et moi, je parlais 5 langues. Du coup, c'était très convoité parce qu'il n'y avait pas beaucoup de gens qui parlaient beaucoup de langues à Belo Horizonte. Du coup, moi, je commence à prendre o calão, a gíria, c'est-à-dire les dialectes des favelas pour pouvoir t'en sortir, pour pouvoir survivre, parce que sinon tu survis pas si tu comprends pas qu'est-ce qui se passe autour de toi. Du coup, il y avait plein de mots que je comprenais absolument pas et lui voulait pas m'enseigner. Du coup, j'ai commencé à écouter la musique funky pour pouvoir traduire en italien toutes les chansons. Après, je posais des questions, on me les expliquait. Du coup, je me disais, ah, ce mot, ça veut dire ça, ce mot, ça veut dire ça. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à apprendre toute seule. Ou après ce grand amour pour la cocaïne, la violence a commencé à réapparaître. Et, euh, et la prison commençait à se construire au fur et à mesure. Le père de ma fille recommence à me frapper par jalousie parce que je revenais à 1 heure de l'hôtel, mais il y avait quand même un trajet, j'avais pas de voiture. Du coup, j'avais commencé à avoir mes connaissances avec qui j'allais au travail et tout ça. La jalousie commence à s'installer et au bout de 2 mois de restauration dans cet hôtel, il me ferme les portes et me dit tu vas plus jamais y aller. Du coup, j'abandonne le travail sans aucune explication. Il m'enferme à la maison. Ma petite revient avec moi. Elle aime me parler en portugais vu que c'était sa première langue. Et moi, je parlais en français quand il y avait des choses qu'il fallait qu'elle comprenne et que les autres ne comprennent pas. On avait installé ça entre moi et elle pour se protéger. Jusqu'à commencer à installer des jeux pour se protéger de son père. Moi, j'avais commencé
à installer des jeux type maman, tu vois, maintenant, elle va sortir les poubelles. Tu vas entendre le portail qui va frapper et tu sors directement dès que tu entends le portail qui ferme. Et tu cours jusqu'à chez Betty et tu me rejoins. Et si tu gagnes, si tu arrives avant maman, tu vas avoir un pain de queijo. C'est du pain avec du fromage qui est superbe. Et ma fille adorait ça. Du coup, ben, on jouait à ce jeu dès que son père était trop violent ou que son père y dormait et que ça avait été trop difficile et que j'en avais pris plein la tronche. Je commençais à installer ça pour pas qu'elle elle se rende compte que moi j'allais pas bien. Du coup, on commençait à jouer. Et c'était des jeux de survie pour pouvoir sortir juste un moment et se libérer de ça et pour qu'elle se rende pas compte de ce qui se passait à la maison. Parce qu'au début, c'était vraiment très que entre moi et lui pour pas qu'elle elle s'aperçoive euh, de ce qui se passait. C'était très subtil, très pervers, très je 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 sais pas comment l'expliquer, mais je faisais tout pour pas que j'ai de traces sur le visage et j'avais que des marques sur mon corps mais qui étaient toujours cachées. Il faisait très chaud mais je mettais pas de short, je mettais que des jeans pour pas qu'on voie mes jambes. Je mettais pas de t-shirt, je mettais que des hauts longs pour pas qu'on voie mes bras. Et pour qu'elle voyait rien, et surtout la protéger elle, parce que c'était son père. Et, euh, et moi, j'ai commencé à prendre de la cocaïne de plus en plus. Il y avait de la cocaïne de partout. Et je pouvais pas avancer si j'avais pas ma cocaïne à moi. C'était la seule chose qui me donnait de la force, et ma fille surtout. Mais j'avais besoin de démarrer, du coup, si j'avais pas ma cocaïne, je démarrais pas du tout. Et vu que c'était trop fort, ben, la cocaïne, elle remplissait tout ce fort et ça faisait comme un petit moment de douceur, mais juste un tout petit en fait. Et après, de plus en plus, j'avais besoin de plus parce que je sentais plus rien en fait. Et j'ai commencé à maigrir énormément. J'ai commencé à devenir agressive. Euh, les coups ont commencé à être beaucoup plus violents parce que moi, j'avais commencé aussi à être violente. Et quand ça allait pas, ben des fois, c'était ma fille qui prenait. Et j'étais en train de répéter exactement la même chose que ma mère, elle me faisait. Du coup, j'ai dit, ben voilà, la réponse en fait, c'est que j'arrête cette cocaïne, mais comment on fait? Je suis toute seule. Du coup, ben en fait, c'était devenu un jeu entre moi et lui. Et mais mon corps et mon psychique avaient commencé à affaiblir beaucoup. Du coup, ben je mangeais plus, je mangeais plus. Et je gardais toute la bouffe pour ma fille parce que moi, j'avais ma cocaïne. Du coup, moi, je me nourrissais de la cocaïne et je disais, ben, tiens, moi, j'ai pas faim. Tu peux manger. Il y en a assez pour toutes les deux, t'inquiète. Et je lui donnais tout à elle. Et moi, je me disais, je vais mettre de côté pour elle parce qu'on sait jamais demain comment ça va être. J'avais commencé à m'installer dans ce mode de vivre, que chaque fois qu'il allait rentrer, je savais qu'il allait venir me frapper. Du coup, je dormais avec les poings au-dessus des oreilles parce que je savais qu'il allait me donner des coups de poing et qu'il allait me frapper. Du coup, j'étais déjà prête. Mon corps était en train de devenir comme les tortues, en fait. Un matin, j'étais chez moi avec ma fille, je la prépare pour aller à l'église avec moi. Et nous, on était prêtes et tout ça. Et le père de ma fille, il arrive. Il était 8 heures du matin. Et il était complètement à l'ouest, défoncé, bourré. Et moi, j'ai dit, écoute, ça fait un mois que je t'ai dit que j'allais à l'église aujourd'hui. C'est un jour important pour moi. Du coup, ben, laisse-moi passer. Tu vas pas m'accompagner? Et lui me fait, non, maintenant, c'est ou tu baises avec moi, ou sinon, il n'y a pas d'église, il n'y a rien. Ton Dieu n'est pas plus important que moi. Du coup, moi, je dis oui, il est important. C'est différent. Et du coup, ben, il ferme la porte. Il ferme la porte de la cuisine. Il m'enlève les clés et il me dit maintenant, on va voir si ton Dieu est plus important que moi. Il prend ma fille, il la met dans la chambre, il ferme la porte. Il prend un couteau de cuisine et
Il m'attache ma jambe sur la table et il commence à me frapper, à me frapper. Moi, je priais. J'avais que ça à faire, j'arrivais pas à me défendre. J'avais trop peur de lui. Et il commence à me frapper, à me tabasser, à m'insulter et à me dire, maintenant je vais te tuer. Après, je vais prendre la petite et je vais la tuer aussi. Et après, je me tuerai ensuite. Comme ça se finit. Ça se termine. Stop. Je peux plus. Et la petite, elle arrêtait pas de pleurer. Et il continuait à me frapper, à me frapper. Moi, je comprenais plus rien. Jusqu'à qu'il prend une clé anglaise et il m'ouvre la tête. Et là, tout s'arrête. Je ne pouvais plus réagir, je ne pouvais plus rien faire. Je voyais du sang qui tombait, mais j'ai plus aucun souvenir de tout ça. Et par chance, les voisins avaient entendu qu'il y avait quelque chose de désastreux qui était en train d'arriver. Ils ont appelé mes beaux-parents. Mes beaux-parents, ils rentrent. Ça, je sais. Parce que c'est ma belle-mère qui m'a trouvée. Je me souviens de l'eau qui tombait sur moi. Elle me rince de ce qu'elle m'a expliqué. Et après, on m'envoie chez une tante lointaine de eux pour qu'elle puisse me soigner. Ils prennent la petite et tout ça, le temps que je puisse récupérer et que la petite, elle puisse être avec moi parce qu'elle avait peur, elle voulait pas rester avec son père. Et finalement, un mois se passe et mon beau-père m'avait fait un papier avec la dérogation pour que je puisse laisser le Brésil avec mon enfant. Au Brésil, quand le père enregistre son enfant à la commune, il a toute la garde sur l'enfant. Du coup, mon beau-père était le responsable légal du père à ma fille. Du coup, lui, il prend la décision de faire un document dans lequel il me permettait de partir avec mon enfant. Et ma mère, qui a su de toute la situation, me paye le billet d'avion pour moi et mon enfant pour repartir en France. À 29 ans, je reviens en France et ma fille, elle allait pour faire 5 ans. En juin, on arrive vers février. Je l'inscris à la maternelle. Elle avait été jamais scolarisée au Brésil parce qu'il n'y avait pas de place. Moi, je recommence à travailler. Je me mets à travailler jour et nuit et je m'acharne au travail. Je commence à avoir une attraction pour l'alcool au travail. Tous les soirs, je buvais au travail après que je terminais. Et parce que j'avais toujours l'espoir que le père de ma fille me dise qu'il aille en désintox. Et le jour de son anniversaire, je l'appelle au Brésil de mon travail et je lui dis, écoute, aujourd'hui c'est ton anniversaire. Je voudrais savoir si tu es prêt à te soigner. Je suis prête à revenir avec toi, à t'appuyer, à être là pour toi. Et si tu te soignes, on peut revenir. Et lui, il a dit non, j'ai pas besoin de ça, je gère. Je gère tout, y a pas besoin de ça. Et du coup, moi, je dis, ok, alors si tu gères, moi, je gère aussi. Je ne t'appellerai plus jamais, je ne te verrai plus jamais, tu ne verras plus ta fille, vu que tu fais même pas l'effort de l'appeler quand elle est là. Du coup, ciao, on se voit plus jamais, c'est fini. Du coup, je raccroche et j'ai plus jamais eu de contact avec lui jusqu'aujourd'hui. Moi, je retrouve une nouvelle adolescence. Du coup, je commence à faire plein de bêtises. Je rentre tard, je finis de travailler, je sors, je finis de travailler, je sors tout le temps. J'ai plein de relations sans lendemain, où je cherchais beaucoup aussi à m'autodétruire en partie par le manque d'affection ou par le fait de me dire que j'étais une incapable aussi parce que j'avais pas pu tenir ma famille ensemble et que c'était pas juste que c'était comme ça. Mais j'avais besoin d'affection aussi. Et le fait d'habiter chez mes parents, que ma mère gérait l'éducation de ma fille, me faisait sentir aussi un peu inférieure. Et c'est comme si les choses qu'elle me disait quand j'étais petite se répétaient un peu dans ma tête. Mais elle m'aidait. Et elle m'avait aidée, elle m'a toujours aidée. Et je me sentais redevable envers elle quand même. Du coup,
Après l'alcool, j'arrête. Finalement, j'arrive à m'arrêter toute seule. Je recommence un peu d'anorexie pendant une année. Je travaillais beaucoup, je me nourrissais plus. Et c'était très dur de travailler sans manger. Jusqu'à que mon patron, il me dise, Tissana, il faut que tu t'arrêtes là parce que tu peux plus servir aux tables. Du coup, j'arrête un moment. Et finalement, j'arrive à m'en sortir de l'anorexie. Je prends des antidépresseurs. Et finalement, je m'en sortais plus avec le salaire parce que les loyers avaient augmenté beaucoup dans le sud de la France. J'habitais près de Monaco. Et le salaire ne suivait pas. Du coup, je rencontre un garçon qui me dit qu'en Suisse, c'était superbe, qu'il y avait beaucoup de possibilités. Et du coup, je prépare ma fille, je lui dis, maman, elle va partir pour avoir un nouvel avenir ensemble. Mais au début, elle va partir toute seule parce que je dois aller tâter le terrain, parce que je peux pas te faire partir avec moi si je sais pas comment ça va se passer. Du coup, je vais sur anibis.ch et je trouve une place au col des Mosses, dans un restaurant, dans une buvette d'alpage. Et je pars en Suisse, je quitte la France et je laisse ma fille avec mes parents. Alors je monte aux montagnes, cette fille toute bouclée, basanée, les gens à la montagne, ils me regardaient avec des gros yeux, moi toute souriante, très solaire. Je comprenais pas beaucoup le vaudois au début et les gens de la montagne, je comprenais absolument rien. C'était rigolo, mais le nouvel air, les vaches, il y avait pas de scooter en dessous d'où j'habitais. J'habitais dans la tour tout en haut de cette buvette. C'était fantastique, mais un silence que j'avais jamais vu, habituée à habiter dans la ville. Et en même temps, c'était un bien-être incroyable. Et finalement, grâce à la montagne, j'arrête les antidépresseurs, je jette tout dans les toilettes, je dis maintenant j'ai plus besoin. Je reprends confiance en moi, je travaille, je me sens bien, je me dis qu'il y a possibilité de faire de grandes choses. Tous les mois, je reste 4-5 mois au col des Mosses. Je commence à chercher un appart pour que ma fille puisse venir avec moi. Finalement, je mettais beaucoup d'argent de côté pour pouvoir envoyer à mes parents pour s'occuper de ma fille pendant que moi j'étais pas là. Ma fille allait bien quand même au début. C'était très difficile la distance, mais quand même je savais que mes parents s'en occupaient bien parce que je pouvais leur faire vraiment confiance. Et tout d'un coup, ce garçon que j'avais rencontré en France, qui m'avait parlé de la Suisse, finalement, on a construit une relation. C'était sérieux au début, c'était bien et tout. Mais au bout d'un moment, il commence à me demander des choses sexuelles très poussées, jusqu'à me blesser beaucoup. Et j'arrivais plus à me faire toucher par cet homme. Du coup, quoi que ce soit que je fasse, je lui disais plein de choses pour qu'il s'éloigne de moi, mais ça marchait pas. Du coup, un jour, je décide alors de aller dans l'extrême total, d'aller avec un garçon qui arrêtait pas de me courir derrière, d'aller coucher avec lui. J'arrive devant lui et je lui dis maintenant, je veux qu'on se quitte, je veux que tu partes. Et malgré tout, lui, il voulait rester, quoi. Du coup, finalement, je pars. Je pars du travail, je pars de la montagne, je quitte cette maison. Du coup, rebelote, recommencement à zéro, à nouveau. Mais en pleine, cette fois, à la Sarah, en Suisse, avec cette personne avec qui j'avais fait cocu ce garçon. Du coup, on recommence. Et là... 2019-2018, je vais avoir 32 ans. Ouais, 31 pour 32 ans, comme ça. Et là-bas, cette relation assez perverse, il n'y avait pas de traces physiques. Tout était mental. Et moi-même, je me perds. Je continue à travailler toujours. Travailler parce que je devais envoyer l'argent pour ma mère. Mais au fur et à mesure, je prends la distance, en fait. Je commence à m'éloigner de ma famille, je commence à moins appeler ma fille, je commence à m'isoler de tous les amis le peu de gens que j'avais connus en Suisse, parce que cette personne voulait que je sois qu'à lui.
j'étais à lui et moi pour lui j'aurais donné toute ma vie. Je m'étais oubliée moi-même et je ne savais plus quelles étaient mes priorités en fait. Je savais plus ce qui était juste, ce qui était faux, ce qui était vrai. Et j'ai commencé vraiment à me perdre. Je dormais plus, je mangeais plus à nouveau. Euh, Parce que je voyais que quand il sortait de chez moi, ben, je me sentais mieux et que je me disais qu'il y avait un problème. Dès qu'il réapparaissait, c'était comme si j'étais ensorcelée, et que toutes les certitudes que j'avais, ben, elles disparaissaient. Du coup, finalement, ben, je pète un câble. Je pète un câble parce que je me rendais compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Je fais une première tentative de suicide parce que lui jouait beaucoup avec mon émotionnel et moi je me comprenais plus. Je commence à m'automutiler, à me brûler, à me couper de partout. Et du coup, bah en fait, j'étais suivie par ma psy et elle me dit, Sana, il faut que tu rentres à l'hôpital rouge. Du coup, je rentre à l'hôpital rouge. Ma psy voulait pas que je sorte du territoire suisse par peur que j'aille faire du mal à mon beau-frère, vu que finalement, ben, toute ma famille au début ne me croyait pas sur ces faits. Et moi, je ne comprenais pas pourquoi j'aurais dû inventer quelque chose pareil et pourquoi ma fille, à 8 ans, aurait pu inventer quelque chose pareil. Du coup, il pensait que c'était moi qui avais une hallucination ou que c'est moi qui avais mal compris. Euh, Finalement, ben, suite à cette hospitalisation, il se passe plus ou moins un an jusqu'à que finalement ma psy autorise les frontières à se rouvrir pour moi, pour que je puisse revoir ma fille et sortir du territoire suisse. Finalement, ma fille, ma sœur, ma mère, on se retrouve tous ensemble en France et on va à la police, on va dénoncer les faits. Ma sœur, finalement, elle avait trouvé des preuves sur l'ordinateur où il y avait des photos pédopornographiques. Du coup, ben, on dénonce cette personne. Euh, on emmène ma fille chez la psy, on commence à la faire suivre aussi. Je reste plus ou moins 2 semaines en France pour pouvoir appuyer ma fille, la faire sentir entourée, que finalement on la croit et qu'elle n'est pas toute seule. Euh, Parce qu'au début, elle en avait parlé qu'une copine d'école et sa petite copine d'école lui avait dit Sarah, il faut que tu en parles à ta mère parce que sinon c'est moi qui va le dire à ta grand-mère. Et ta grand-mère, elle va en parler à ta mère. Du coup, faut que ça soit toi qui lui dise. Du coup, ben, finalement, elle m'avait fait confiance. Et moi, j'étais très contente quand même qu'elle me fasse confiance à moi. Et, euh, et du coup, ça a duré très longtemps, cette histoire, jusqu'à 2024 pour pouvoir faire justice. En 2019, le Covid entre en jeu dans tout le monde entier. Et moi, je travaillais dans les soins à cette époque-là, finalement. Et en mai 2020, ma famille m'appelle pour me dire que mon père est en train de partir. Du coup, j'essaye de partir de Suisse pour pouvoir passer la frontière, parce qu'à ce moment-là, avec la quarantaine et tout ça, c'était compliqué. Du coup, finalement, j'arrive, je pars jusqu'à Marseille. À Marseille, il y a une jeune fille qui vient me chercher pour aller jusqu'à Monaco. C'était le soir, il était vers 1h du matin. Et, euh, et à 1h30 du matin, ben, j'entends le téléphone qui sonne et je sens une grande main glacée sur mon visage. Et du coup, je réponds au téléphone, je pleure et ma sœur me dit, il est parti. Et du coup, mon père décède. Finalement, j'arrive à Monaco, j'arrive à quand même le voir, mais je n'ai pas pu lui dire au revoir. Et mon père, c'était mon meilleur ami. Et du coup, ben, suite à ce décès, ben, finalement, après 15 jours, je rentre en Suisse. Et là, pour oublier la culpabilité de ne pas avoir pu lui dire au revoir et le fait que je suis à nouveau toute seule, distante de ma fille, encore. Et là, j'avais besoin de soutien parce que le deuil était très compliqué. Le deuil était trop compliqué. Je commence à toucher à tout, à aller aux extas, à l'héroïne, au crack,
à la coke, tout passer pour pouvoir oublier, pour pouvoir ne plus sentir et que mon cerveau ne fasse plus de bruit parce qu'il y avait tout le temps du bruit en fait. Et ça s'arrêtait jamais, jamais. Et finalement, ben, quelques mois après, ben, je crois 3, 6 mois, une chose comme ça, je me retrouve en forêt, je m'isole pour arrêter la drogue, j'arrête de travailler, j'arrête tout. Je me retrouve en forêt, je m'isole de tout. Et finalement, j'arrête la drogue, mais je continuais à prendre des médicaments. Et finalement, ben, euh, au mois de septembre 2020, je rencontre l'homme qui aujourd'hui est mon mari, qui m'aide à me sevrer des médicaments. C'est un long sevrage. Euh, tu transpires, t'as mal de partout, t'as mal au ventre, t'as la fièvre et c'est super lourd. T'as l'impression que tu vas pas y arriver, mais finalement, ça se termine. Et je comptais chaque mois, 1 mois sobre, 2 mois sobre, plus de médicaments. Moi qui pensais que je dépendais de ces médicaments pour pouvoir vivre. Et les psys, que quand tu leur disais, je vais arrêter mes médicaments, ils disaient, ah mais non, vous avez besoin de médicaments, hein. Faut au moins que vous en ayez en réserve. Et moi, je lui disais, les réserves, vous savez, c'est où? C'est dans les toilettes, quoi. C'est ça la réserve. J'en veux plus jamais. Moi, j'ai besoin de sentir, je sens plus rien, j'avais plus de libido, j'avais plus rien, je ne sentais plus rien du tout. Et moi, d'habitude, j'avais beaucoup de sensations, beaucoup d'émotions. J'étais quand même une fille du Sud, du coup, quand même, on est assez sanguin. Et là, c'est comme si j'étais complètement quelqu'un d'autre. Du coup, je me disais, mais comment on peut rendre des gens comme ça, quoi? Et du coup, je me suis dit, en fait, moi, mon seul médicament, c'est pouvoir parler des choses que j'ai besoin de dire, les exprimer, les verbaliser et non pas les anesthésier avec ces purées de médicaments, comme avec toute cette drogue, comme avec toutes ces choses que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui parce que je croyais que mes émotions étaient pas correctes ou elles étaient trop. Et parce qu'on m'a toujours dit, tu es trop. Et en fait, ben, je suis trop. Et alors, quoi? Et alors, c'est pas grave, en fait. Et c'est tellement fantastique comment je ressens tout aujourd'hui. Du coup, mon mari m'aide. En 2021, finalement, après le sevrage, après que je recommence à trouver un travail fixe dans les soins, moi j'habitais dans mon appartement à Orbe en 2021. Mon mari habitait dans son appartement à Moncheran. Et finalement, en mars, le 17 mars 2021, ma fille, elle avait 12 ans. Moi, j'en avais 35. Ouais, 35 pour aller à 36. Et, euh, et finalement, elle arrive en Suisse. Et là, waouh, c'était superbe de pouvoir la voir chaque jour, de pouvoir la coucher comme avant, même si elle était grande. Mais même si c'était magnifique, on devait se rencontrer, se reconnaître. Parce que moi, je la voyais de temps en temps quand je repartais en France pour les moments de loisirs ou pour passer des bons moments avec elle. Mais là, c'était la rééducation, euh, poser des limites, euh, toutes des choses qu'en fait, je savais plus comment c'était ça. Je crois que j'ai jamais eu de limites en fait. Du coup, ça m'a posé un peu de souci de poser des limites à ma vie. Et après la réadaptation en Suisse, c'était un peu compliqué aussi. Euh, et le manque de mes parents quand même, parce que ma mère lui manquait énormément, parce que quand même 5 ans, elle a éduqué ma fille, du coup, et elle m'en voulait beaucoup. Elle était très fâchée que pendant 5 ans, ben, j'avais pas été avec elle, que au début elle disait que j'avais pas été digne d'elle, que j'aurais dû mieux faire d'écouter ma mère et que peut-être elle aurait pu m'enseigner à être une mère comme il faut. Et que en fait moi je l'ai abandonnée comme son père l'avait abandonnée et que autant elle m'aimait autant elle était en colère. Du coup
Au début, elle avait du mal à l'exprimer, mais chaque fois qu'elle se fâchait, ça sortait des lames de rasoir de sa bouche et ça faisait mal, mais je pouvais pas lui en vouloir en même temps. Du coup, moi, je savais pas trop comment lui dire non sur certaines choses. Mais et après, il y a eu des soucis scolaires et elle a commencé, elle, à faire des tentatives de suicide parce que les cauchemars par rapport aux abus étaient, euh, étaient fréquents, presque tous les jours. Elle commence à souffrir d'insomnie et, euh, et moi, je devais essayer de l'appuyer, elle, le plus possible et c'était pas facile. Mais j'essayais de faire de mon mieux, comme je fais toujours aujourd'hui. En 2023, j'ai mon papier d'auxiliaire de santé. Et finalement, ben, je commence à travailler dans les soins, dans un EMS, mais ça n'allait plus dans mes valeurs du tout. Et ma fille, à ce moment-là, était en pédopsychiatrie suite à une tentative de suicide à Yverdon. Et mon chien, que j'avais depuis 4 ans, euh, tombe malade d'un cancer lymphatique. Du coup, il y a eu beaucoup trop pendant tout d'un coup, tout mélangé. Du coup, émotionnellement, c'était compliqué à gérer tout ça. Du coup, j'arrête mon travail, je m'occupe de ma fille, je m'occupe de mon chien. Et pendant 6 mois, je suis restée isolée, je voulais plus voir personne, je voulais que m'occuper de mon chien, de ma fille, de m'occuper plus de rien, de personne parce que je n'arrivais plus émotionnellement. Et je m'isolais toute seule. Et, euh, et en fait, j'arrivais plus à gérer mes émotions, mais je ne voulais surtout pas prendre de médicaments pour pouvoir gérer tout ça. Du coup, ben, on me disait, il faut que tu retournes travailler ou alors tu dois aller dans une mesure. Et finalement, j'ai rencontré l'éveil. Alors, au jour d'aujourd'hui, je considère que pour retomber plusieurs fois dans ce piège de relations toxiques, douloureuses, presque meurtrières, je pense que je me donnais pas de valeur. Je pensais que je ne méritais absolument rien et que moi, je pouvais m'aimer que à travers les yeux des autres et que moi, je ne méritais absolument rien et que moi, ben, on s'en fout, pourvu que les autres, ils étaient contents. Et, euh, et aujourd'hui, ben, aujourd'hui, non. Aujourd'hui, je veux ma place, je veux pouvoir dire ce que j'aime pas, si je suis d'accord, si je suis pas d'accord, qu'on me traite bien parce que je mérite, j'ai de la valeur, je suis précieuse et, euh, et que c'est pas parce que j'aime les êtres humains, j'aime les gens que moi je dois pas m'aimer, je dois m'aimer en première pour que je puisse aimer de manière saine les autres. Et avant, vu que je ne m'aimais pas du tout, ben je pensais que même si on me faisait du mal, ben en fait c'était la seule chose que je méritais parce que je valais rien, mais pas aujourd'hui. Quand j'ai fait la tentative de suicide, en fait, les seules choses qui me passaient dans la tête étaient que j'étais une mauvaise mère, que je devais donner la garde à ma sœur parce que elle était beaucoup plus apte que moi, parce qu'elle a toujours été plus apte que moi, selon les dires de mes parents, et qu'elle était plus responsable, etc. Et il y avait que ça qui se passait dans ma tête jusqu'au moment où en fait mon cerveau me disait qu'il fallait que ça se finisse, que c'est terminé, parce que j'étais rien, j'étais qu'une merde, et que si j'arrivais même pas à protéger ma propre enfant, je ne méritais pas d'être sur Terre et que fallait partir et qu'il fallait en finir complètement avec ma vie. Bah, au jour d'aujourd'hui, j'ai fait mes 41 ans ce week-end et ma fille est avec moi et elle m'a écrit une lettre incroyable où elle m'a dit que aujourd'hui pour mon anniversaire, ben, que je suis un exemple pour elle, que notre amour, dans le vrai sens du terme, c'est de la vie à la mort, et qu'on est passé par tous ces chemins, autant elle que moi, qu'elle a essayé aussi de se mettre fin à ses jours plusieurs fois, et que malgré tout, on est là, qu'on se soutient toutes les deux, et que elle m'aime plus que tout, comme elle dit toujours, ti amo tanti mondi, et que ça va au-delà de tout. Et
que c'est fantastique et ça me donne beaucoup de force et ça me donne envie vraiment d'avancer et de continuer à ressentir tout cet amour qui existe en moi, en elle et dans les autres aussi. Et la culpabilité, elle n'est plus. La culpabilité, finalement, elle est partie. Elle a plus du tout le dessus et même si de temps en temps, elle peut revenir par rapport à certaines choses qui peuvent se passer ou quoi, maintenant, je sais que c'est des choses qui doivent ou qui peuvent arriver, que c'est pas par hasard, du coup, que c'est pas parce que je suis coupable, en fait. Et je m'en veux plus du tout. Vraiment pas. Elle me voit comme une battante. Elle me voit comme une battante. Elle voit que je m'arrête jamais. Elle me dit que j'ai le cœur ouvert, que je suis toujours la première à vouloir donner un coup de main à ceux qui souffrent et à ceux qui ont besoin, même si c'est pas des gens de la famille, même si c'est des étrangers. Je suis toujours là. Il faut qu'on trouve une solution et on va les aider. On va trouver ça. On va faire ci. Elle me fait que pour elle, ça c'est très important et qu'elle m'admire. Et que elle aussi, elle aimerait soigner les autres. Moi, elle, aujourd'hui, je la vois grandir, je la vois rayonner, je la vois accepter son corps, accepter ce qu'elle est. On est très fusionnel, mais on n'est plus fusionnel dans le sens mauvais, parce qu'avant on était fusionnel, mais moi je mélangeais mes pensées avec les siennes et les siennes avec les miennes, et je pensais que je ressentais comme si moi j'étais elle, mais en fait elle n'est pas moi et je ne suis pas elle. Du coup, elle est très empathique aussi. Du coup, aujourd'hui, je la vois qu'elle se positionne beaucoup mieux, qu'elle reprend du poil de la bête, que malgré son abus, elle s'accepte tout entière et qu'elle est toujours là à vouloir avancer, à faire du mieux qu'elle peut et à retrouver beaucoup de courage. Et qu'elle aime la vie aussi. On a recommencé à aimer la vie toutes les deux, en fait. Et on s'écoute maintenant. Et on s'entend pour de vrai. Maintenant, le silence n'est plus du vacarme. Le silence, maintenant, c'est un cadeau. Chaque fois de moments de silence, même elle a appris, et moi aussi j'ai appris que quand on est toute seule, on savoure. On savoure, on s'écoute, on ressent. Et après, quand finalement on est dans le calme, on peut exprimer. Avant, on ne pouvait pas supporter. Au jour d'aujourd'hui, je me suis pardonné beaucoup plus. Ça va. Je pense qu'il doit y avoir encore quelques petites choses, oui, encore à ajuster. Mais je me sens pas en désaccord avec moi-même. Je me sens bien. Je commence à tomber amoureuse de moi. Qui l'aurait cru qu'un jour j'aurais dû un truc pareil. Je me suis faite même un cadeau pour moi toute seule, tellement je m'aime et tout, pour prendre soin de moi et tout ça. C'est pas de la drogue cette fois, ni de la cocaïne. Alors ça fait du bien. Et du coup, oui, c'est beaucoup plus tranquille et beaucoup plus en amour en fait, et en douceur. Avant, je voulais toujours l'extrême. Maintenant, la douceur, je l'accepte. Avant, je pensais que c'était pas normal. Alors, faire ce podcast, franchement, ça m'a refait ressortir plein de mémoires qui étaient en déni dans mon corps. Ça m'a brassé énormément. Mais en fait, je le fais pour moi. Je le fais pour les autres, pour qu'ils comprennent qu'il y a la possibilité de renaître, de recommencer, d'accepter que quand tout n'est pas saboté, ça aussi c'est bien en fait. De pas saboter, de plus sentir de douleur, de sentir juste le calme qui passe. Et quand t'es pas habitué, en fait, t'as l'impression que c'est pas normal, du coup tu vas chercher quelque chose pour l'auto-saboter. Et en fait, ce podcast, c'est très important parce que je veux être moi aussi une petite lanterne qui puisse donner de la lumière aux autres. Ça m'allume beaucoup d'étincelles à l'intérieur, beaucoup de mémoire, de souvenirs, et je le ressens dans tout mon corps. Et ça fait du bien.
Ah, l'éveil! L'éveil! Le recommencement de toute chose, en fait, en allant en permaculture, en recommençant par la merde, avec les vers de terre, avec les choses toutes simples comme on devrait tous se rappeler, mais c'est compliqué. Ben, mettre les mains dans la terre, planter du basilic, planter des tomates, faire des choses que j'avais jamais fait, ça m'a redonné confiance en moi, ça m'a refait ressentir des choses que je me souvenais pas. Ça m'a redonné l'envie de danser parce que j'ai toujours aimé danser. Ça, j'ai pu repeindre après des méditations, en art-thérapie. J'ai pu exprimer plein de choses ça faisait des années que je prenais plus le temps de faire, en fait. Et en fait, c'est comme si ça te fait ressortir tous tes aspects primaires que tu te souviens pas parce que ça va trop vite dans la vie de tous les jours. Et l'éveil, te refait retourner à toi, sentir ton corps, tes pensées, de la fatigue constructive à la fin de la journée. C'est tellement bien que même si t'es fatigué, t'as envie encore. C'est comme si ça te donne faim de continuer à explorer toutes ces choses que tu ressens en toi parce que avec la société d'aujourd'hui, ça va tellement vite, ça va tellement fort qu'on te donne pas le temps de te voir toi, de prendre le temps de... Là, aujourd'hui, je prends le temps, même quand je marche pour aller prendre le train, je cours plus derrière le train ou derrière le bus. Je prends le temps, je marche, je sens l'air sur mon visage, je respire, vraiment. Et avant, non, avant, j'avais jamais le temps, en fait. Et l'éveil, ça te réapprend à vivre, en fait, et à te faire sentir en première personne au milieu de tout ça. Je voulais laisser un message à ma fille. Merci d'exister. Merci de, malgré tout, avoir toujours cru en moi. Merci de m'aimer comme tu m'aimes. Et à vous tous, qui êtes là, qui m'écoutez en ce moment, sachez que c'est jamais trop tard pour recommencer. Et que c'est possible. Et que vous avez le droit de vous aimer, que vous êtes tous géniaux et superbes à votre manière et que on a tous le droit de vivre et d'exister comme on le veut et sans se forcer à être autre chose de ce qu'on est réellement et que c'est possible. C'est possible et vous pouvez y croire. Et moi j'y crois en tout cas. Maintenant j'y crois. Et je suis très, très... je suis pleine de gratitude d'exister. Voilà. Bravo. Bravo. C'est une fin d'enregistrement. C'est fini. C'est terminé. Vous venez d'entendre l'histoire de Titiana racontée par elle-même. Encore merci à elle pour son courage, son partage et sa confiance. Ces témoignages sont accueillis et enregistrés au sein de l'Éveil et sur base de volontariat. Ce témoignage a été enregistré en février 2026. Production et droit, l'Éveil. Chargé de production et responsable du projet, Selim Zegani. Enregistrement, montage audio, habillage audio, mixage, mastering, diffusion, Selim Zegani. Graphisme, Neville Beau. Encadrement et supervision du projet, Oran Mackenzie et David Vial. Toutes les informations concernant l'éveil sur www.aeveil.ch. Merci pour l'écoute et à très vite pour une autre histoire de vie.